Mesdames, Messieurs, je vous propose de commencer sans plus tarder. Merci à vous tous qui êtes les fidèles de ce rendez-vous de partage, de réflexion autour du mouvement brownien dans lequel nous sommes tous partis et dans lequel on est un peu ballottés sans toujours voir très clair. Donc, pour essayer de regarder ensemble qu'est-ce qui ressort de cette actualité dans le mois passé, dont nous pouvons tirer des enseignements, des signaux à utiliser, des signaux sur lesquels réfléchir. Donc, en termes de méthode, ce webinaire est une sélection pas trop subjective, qu'on essaye de rendre la plus objective possible, sur les tendances à garder et sur les messages que l'actualité, que le mouvement collectif nous donne pour pouvoir en tirer des leçons. Voilà. Donc, Antoine, je vous propose qu'on avance sur nos slides de ce point de vue. Et puis, donc, je rappelle toujours la méthode au départ. Donc, on vous propose, pour débattre de ce qui s'est passé, un éclairage avec deux acteurs, un acteur entreprise, un acteur académique ou scientifique, qui viennent contre, je dirais, contrer un peu, challenger surtout la sélection que je fais moi-même, un peu de l'actualité qu'on vous propose en retenant les faits, les tendances qui vont compter probablement dans la politique des entreprises, dans l'action des entreprises qui sont engagées dans le durable, puisque nous sommes là, on est près de 200 maintenant, on est vraiment une communauté, je pense, d'acteurs engagés. Et je m'aperçois que cette communauté s'élargit de plus en plus. Je le dirai tout à l'heure, hier, il y avait une réunion de l'IFA, des instituts des administrateurs, et je dois dire que depuis plusieurs années, je les observe et j'ai vu hier un incroyable, vraiment bouillonnement dynamique de volonté d'engagement au niveau de la cible des dirigeants que je n'avais pas observé aussi nettement ces dernières années. Donc, les signaux s'ajoutent, mais on va se remettre dans le contexte. Alors, je vous propose d'aborder l'actualité, merci, de ce mois passé de la façon suivante, pour passer la parole vers 25 à peu près à Sébastien Treyer qui va nous renvoyer avec la compétence de l'IDRI, nous renvoyer le regard qu'il porte sur le rôle que les entreprises ont joué un peu, beaucoup, pas assez, avec des points forts, des points faibles qu'il va nous souligner lors de cette COP26. Et après lui, Antoine Cyr, qui dirige l'engagement sociétal du groupe BNP Paribas, qui est vraiment sur le front, qui porte beaucoup d'initiatives, nous donner un peu son vécu aussi de ce moment, et au-delà de son vécu, comment il ordonne aussi son action et l'action de son groupe qui a été reconnu comme un des groupes bancaires systémiques récemment aussi. Donc, c'est très important. Merci donc de rentrer dans l'analyse ensemble avec vos questions. On fera ensuite, vers 12h jusqu'à 12h30, un peu un approfondissement de tout ça. Alors, le pacte de Glasgow, moi, au vu de tout ce qu'on a lu et de tout ce qu'on a observé, et je laisserai surtout Sébastien Treyer conforter ou contrer ces remarques, mais il a eu un mérite quand même, c'est que dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, il exprime un peu une résistance, une résilience, on va dire, du système multilatéral qui, sur la question climatique, veut quand même avancer, même si on va le voir, la vitesse est discutable. Euh, un des signaux de la collaboration qui est très intéressant, l'accord qui a été passé avec l'Afrique du Sud pour en faire un pays chantier qu'on va aider, dont on va favoriser la transformation. Je trouve que c'est une collaboration très significative. Certes, les pays émergents nous renvoient notre responsabilité là plus que jamais. On sent bien que, alors, je ne sais pas où est la Chine, si elle est du côté des pays qui sont en accusation ou des pays qui sont en attente, mais probablement un peu des deux côtés aussi. Mais on voit quand même que la société civile s'impose dans toutes ces COP, qu'elle est en train de se substituer. Alors, à une communauté d'États qui n'est pas inerte, loin de là, mais qui quand même bon, a du mal à faire
accompagner le mouvement de contrôle, d'éléments de contrainte, d'éléments qui vont être plus que simplement putatifs, quoi. Et cette société civile se caractérise, je pense, par un engagement qui est assez significatif, qui se fédère. On appelle ça la génération qui veut réparer le monde. C'est vraiment le mouvement intéressant. Alors, est-ce que les entreprises dans ce domaine ne sont pas un peu les dernières dans le mouvement? Je laisse Sébastien répondre à ça et je donnerai quelques éclairages, même si on a vu quand même, aujourd'hui, on voit à la fois des résultats d'entreprises qui s'affirment, donc c'est un signe. L'économie d'entreprise est plutôt avec des signaux verts. Des secteurs repartent significativement, de façon inattendue, du reste, je pense à l'aviation, qui se met en place une sorte de régulation de l'inflation montante à travers un peu un effort sur les salaires. Qu'est-ce que ça donnera? Que les comportements de consommation non durable type Black Friday demeurent, même s'ils sont très critiqués, et qu'on ne voit pas très bien sur la question sanitaire. La solidarité internationale avançait beaucoup. Bon, il y a eu le manifesto du WCSD qui est un bon signe, d'autres appels, mais Laurence Tubiana nous rappelle que tout ça, c'est quand même très, très apparent. Et donc, il faut pas se laisser bercer par ça. Attention, j'indique quand même qu'il y a une fenêtre positive. Je ne sais pas si Sébastien partage cette analyse, mais la conférence interministérielle qui s'ouvre à l'OMC, l'OMC repart d'une certaine manière, a ouvert un peu un vasistas sur les questions d'environnement. Et donc, c'est un effet Glasgow quand même. Et là, on repart dans des discussions sur le commerce qui vont réintroduire d'une certaine manière les enjeux d'environnement. On se cherche, mais la porte ne s'est pas fermée. Elle s'est réouverte. C'est quand même très, très intéressant à noter. Alors, du côté, pour terminer sur la partie des grands trends internationaux et des grandes tendances qui résultent notamment de Glasgow, moi, je voudrais quand même souligner simplement, au-delà de ce qui a été fait sur les engagements de quelques accords qui ont eu lieu, que des attentes non satisfaites comme le fonds vert, les délais que l'Inde donne, le financement de l'adaptation qui n'est pas là, la question des pertes de dommages qui est toujours en attente, etc. On a quand même, je dirais, une bonne nouvelle sur le plan du programme méthane. Ça, c'est quand même intéressant. Est-ce que ça sera aussi efficace que ce qu'on a fait sur les CFC? J'en sais rien. Le marché du carbone, alors l'article 6 relance, et aujourd'hui, vous l'avez vu, le prix du carbone est à 75 € donc, sur le marché européen. C'est très élevé, il continue de monter. C'est un signe de la confiance dans le fait que la régulation Glasgow progresse quand même, on va dire. Bon. Et puis, un petit effort du côté des universités qui s'est passé. Nous l'attendons beaucoup dans le domaine de la formation. On trouve que là, il y a une inertie très forte de ce côté, mais il y a eu quand même quelques initiatives aussi sur l'éthique de la formation et autres. Alors, au-delà de ces tendances qui montrent quand même une volonté d'organisation, mais une très grande difficulté à passer à de l'opérationnel, je voudrais donc, next, Antoine, je voudrais passer sur les tendances, merci, voilà, sur les tendances de régulation. Alors, la régulation, il y a les tendances, la régulation, les entreprises. Voilà, en général, je structure un peu les choses comme ça. Sur la régulation, France et Europe, et au-delà, en France, donc, reprenant les textes de l'Europe, le texte sur les lanceurs d'alerte est passé, voté, et c'est quand même très, très important, ce texte. Il sanctuarise les lanceurs d'alerte, il sanctionne les manœuvres, disons, qu'on appelle un peu bâillons, c'est-à-dire qui empêchent de s'exprimer les lanceurs d'alerte. Et donc là, on a quand même une avancée dans la transparence accrue des problématiques environnementales et autres, puisqu'il touche aussi aux droits humains et aux autres secteurs. La France a lancé un accord pionnier pour travailler avec l'OIT sur la question du travail des enfants et du travail forcé. C'est un chantier qui se veut assez exemplaire, assez poussé. Les statistiques sur ces questions-là sont révisées chaque fois. Et là, les dernières donnent qu'on est pratiquement à 160 millions de personnes sur Terre qui seraient dans des situations de ce type. Donc,
C'est pas un sujet, évidemment, marginal, loin de là. Côté gestion des déchets, l'Europe serre un peu la vis en ce moment. Donc, vous savez que vous partez à l'exportation. Donc, on a limité les procédures d'exportation, on l'avait vu sur le papier notamment, pour qu'on traite, comme c'est le droit international, chez soi nos déchets. Et la France serre la vis aussi sur les éco-organismes, notamment sur celui sur le BTP, le textile, auquel on a demandé de revoir un peu certaines mesures pour travailler notamment à la réduction à la source. Une décision du juge contre les dommages que les riverains ressentent à l'occasion des éoliennes. Bon, c'est une décision qui peut faire jurisprudence dans un pays qui n'a plus envie d'avoir d'éoliennes ou de foncier consacré un peu au photovoltaïque. C'est un problème français pour la dynamique des renouvelables. Une discussion qui progresse sur l'expertise où je crois que là, on n'a pas trouvé l'équilibre qui convient entre le respect des exigences scientifiques et puis l'indépendance des acteurs. Donc, le rapport de Génération Future souligne ce point sur les méthodes et c'est probablement un des grands chantiers sur lesquels les entreprises devront aussi travailler. Alors, un mouvement intéressant qui s'est manifesté fortement ce mois-ci, c'est quand même la montée en puissance des associations de salariés et des acteurs salariés dans les entreprises. 150 collectifs fédérés par Impact France, c'est un mouvement significatif. Puis une initiative sur la stratégie de lutte contre la déforestation importée en France, qui notamment rejoint l'initiative Cacao Durable. Nous importons beaucoup et il faut venir en soutien des pays producteurs. Donc, on voit là, il y a quand même, vous voyez, des mouvements qui viennent de loin, qui se structurent, des impulsions qui continuent. Donc, le mouvement de régulation, il est très profond. Alors, du côté des entreprises, maintenant, alors peut-être parenthèse sur le chantier extra-financier qui est en progression. Je vous invite à lire le rapport de progrès que vient de faire l'EFRAG, qui est donc notre expert européen qui produit cette standardisation aujourd'hui. Il a donné un certain nombre d'éclairages sur ce qu'il fait, mais au même moment, ne l'oublions pas, la Fondation IFRS, qui veut prendre le leadership international, est très liée aux Américains, a publié aussi son point pour annoncer l'alliance qu'elle a fait avec CDSP, avec d'autres. Et donc, bon, on a un cheminement là, Europe d'un côté, États-Unis de l'autre. Alors, je ne reviens pas sur le bras de fer qui est en cours sur la taxonomie. Bon, Pascal Canfin s'est exprimé là-dessus en essayant de trouver une position de compromis sur autour des activités de transition, mais on a vu que Mme Merkel a fait une déclaration pas très contente de voir qu'on forçait beaucoup la main pour introduire le nucléaire dans cette catégorie-là. La réponse devrait arriver bientôt. Donc, au-delà de ce chantier qui avance beaucoup, les entreprises bougent, assez, pas assez, mais enfin, elles bougent. Et il y a eu des déclarations du MEDEF sur le fait qu'il faut rentrer dans ce qu'il appelle un capitalisme climatique. L'expression est à considérer. L'Institut Montaigne nous procure des propositions très intéressantes sur un rapport en faveur du prix interne du carbone, car après tout, toutes les entreprises pourraient avoir ce prix interne pour commencer. L'accord qui a été passé entre EDF et le médiateur de l'énergie est intéressant parce que là, on a remonté le seuil concernant la considération de la précarité vis-à-vis de l'énergie, considérant qu'elle est une source indispensable et que bon, ben, les coupures, faut pas. Bon, on n'est pas simplement l'hiver. Donc, on a là-dessus fait une reconnaissance d'un droit à l'énergie qui est intéressant, qui est fort. Et puis, donc, l'éco-score, dans le domaine des cosmétiques, s'est imposé là, nettement à l'initiative de la filière. Et côté gouvernance, à la fois à lire le rapport du HCGE, du Haut Comité sur la gouvernance d'entreprise, qui montre un certain nombre de progrès et d'insuffisances. Il fait un point, mais je le disais en introduction, une mobilisation à l'IFA qui est importante, à l'Institut français d'administrateurs, sur ce qu'ils appellent, et c'est pas neutre,
les administrateurs engagés, et donc avec une prise en compte de l'économie circulaire, de la décarbonation, mais aussi de l'ensemble des démarches de développement durable qui ne font plus peur et qui n'inquiètent plus un peu cette communauté, mais qui au contraire deviennent des éléments constitutifs de la responsabilisation de l'administrateur. Et ce qui était très fort hier, c'est de dire, mais ça donne une nouvelle frontière à la gouvernance d'entreprise et une nouvelle frontière dynamique, positive, intéressante, qui fait qu'on dépasse simplement la performance économique qui était la mission séculaire de l'administrateur. Donc là, on voit un changement de culture qui est en cours. Euronext a créé l'indice impact biodiversité, c'est à noter. Je note aussi le rapport de Novetic sur les fonds durables que je vous conseille d'aller voir, donc qui montre quand même que si ça croît en volume, attention à ce qu'il y a dans la boîte. Et puis, la finance à impact, grâce à Finance Tomorrow en France, les choses vont assez vite et se structure. Le travail de fond se fait. Donc, on a là vraiment une communauté économique quand même qui, sur beaucoup de points, prend le sujet très à cœur. Alors, pour terminer, je signale donc quand même dans le paysage, quelques petites initiatives, mais qui sont, là je critiquerai la publicité qu'on voit partout d'Amazon, qui dit qu'ils mettent des chèvres autour des entrepôts. Si on appelle ça, je ne sais pas si on appelle ça de l'écologie, moi je suis très sceptique. Le rapport de profil qui fait un point qui rappelle pour ceux qui sont là le rapport de MR21 sur gouvernance et autres enjeux profonds du nouveau modèle, mais une initiative intéressante avec notamment le monde de la publicité, sur la transformation, un peu la Conscious Advertising Network, sur la conscience qu'il faut vraiment que l'information et la publicité rentrent dans des règles de déontologie beaucoup plus strictes. Et là, il y a une initiative que je vous signale qui est à regarder de très près et à encourager. Alors, parmi les livres maintenant qui sont sortis, je trouve qu'il y a toujours un petit recul à prendre. Dans un monde où les leaders de l'écologie parfois peuvent se perdre, eh bien, on se rapprochera de cet extraordinaire médecin, Denis Mukwege, qui a publié donc son dernier livre, prix Nobel, et qui fait un lien important entre le commerce des métaux rares et cette situation épouvantable des violences contre les femmes, notamment dans son pays, la République du Congo. Mais c'est vraiment un livre admirable qui fait contrepoint aussi à une réflexion de Boualem Sansal, grand écrivain francophone d'origine algérienne, qui fait là aussi un rapport au monde, et on s'aperçoit que la littérature se saisit aussi de ces questions sur l'avenir, pas simplement climatique, mais sur l'avenir du vivre ensemble. Voilà, alors maintenant, je voudrais passer la parole en contrepoint à nos experts pour qu'ils nous approfondissent tout ça de leur point de vue, notamment, s'il le veut bien, Sébastien Treyer pour commencer, sur le rôle qu'ont joué un peu, beaucoup, pas suffisamment les entreprises à Glasgow et comment ils voient la dynamique générale du monde économique en ce moment, avant que peut-être Antoine Sirp puisse témoigner du point de vue de son groupe et aussi des coalitions et des alliances dans lesquelles il joue un rôle. Merci Sébastien, je vous passe la parole. Merci beaucoup Patrick et bonjour à toutes et à tous. C'est impressionnant de parler devant une telle assistance et vraiment ça témoigne déjà de quelque chose. Je vais essayer de parler de manière assez courte, mais en même temps j'ai besoin, pour pouvoir répondre à la question de Patrick, de faire un peu ma propre évaluation de qu'est-ce qu'on a gagné à Glasgow et qu'est-ce qu'on n'a pas gagné, parce qu'il y a quand même une évaluation complètement duale avec une société civile incarnée pour moi par Greta Thunberg qui dit tout ça, ça ne nous a pas fait avancer, c'est du blablabla, et elle a déclaré au milieu de la COP. Et pour moi, je ne chercherai jamais à critiquer Greta Thunberg, je cherche plutôt à voir pourquoi elle dit ça et pourquoi est-ce que moi, de mon côté, avec les collègues de l'IDRI, on publie des idées que la COP a été une réussite ou des avancées hyper importantes, extrêmement importantes pour la suite et qu'on n'était pas sûr d'obtenir ne serait-ce qu'un mois avant la COP. Et pour moi, cette dualité est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées.
peut-être tant mieux, mais ça nécessite beaucoup de mise en visibilité et beaucoup de redevabilité et de clarification sur tous ces engagements qui ont été pris, quels sont ceux qui sont sérieux. Et on a un vrai problème de communication autour de ça. Les 130 000 milliards de Mark Carney sur la finance en sont un exemple, c'est-à-dire que ça a été un raté communicationnel de la part de quelqu'un qui est pourtant très sérieux, puisqu'il a à la fois été la cible des environnementalistes qui lui ont dit mais là-dedans il y a encore beaucoup de gaz et de pétrole, voire de charbon, donc c'est pas encore aligné avec l'accord de Paris, et puis il a été la cible des pays du Sud qui disaient s'il y a 130 000 milliards de dollars qui sont alignés avec le climat, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas nous à en avoir 100 de ces 130 000 milliards. Alors évidemment, il y a des questions de flux de stock, on ne parle pas des mêmes données, mais en termes de communication, c'était finalement pas une très bonne idée. Donc ce que je voudrais juste, mon deuxième point de préalable, c'est quand on se pose la question du rôle des entreprises, il faut un peu le mettre en perspective temporelle. Avant la COP21, c'était extrêmement important d'avoir tout un agenda de l'action qui était des entreprises qui se disent, mais qui annonçaient qu'elles étaient prêtes à bouger pour que les États eux-mêmes soient prêts à signer un accord et des NDC ambitieuses avant 2015. Cet agenda de l'action, il a été extrêmement utile, mais il peine justement un peu à être monitorable, à être redevable. Et donc, un peu mieux que ce qui s'était passé après Johannesburg en 2002, où il y avait des partenariats publics-privés qui étaient très difficiles à suivre. Mais quand même, cet agenda de l'action de pré-COP21, il a joué son rôle de dynamique politique, mais en termes de suivi des engagements, on n'y est pas. Et la COP26, 5 ans après, enfin 5 ans plus 1 après l'accord de Paris, c'était une COP de changement de période, c'est-à-dire une COP où on a finalisé les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris, et donc ça a plutôt marché. Premier succès, qui n'était pas évident. Et j'y reviendrai sur l'article 6, la question des compensations possibles des éléments qui au moins évite des doubles comptes qui seraient extrêmement dommageables en termes d'intégrité de ce qu'on peut voir dans les engagements qui sont pris par les acteurs publics et par les acteurs privés. Mais la COP26, c'était surtout, comme le disait Alok Sharma, le président, une COP de la nouvelle période jusqu'à 2030 qui doit servir essentiellement, les COP, avec un haut niveau politique d'engagement, doivent servir à mettre une pression politique et médiatique collective en amont et pendant la COP pour que des annonces fortes soient faites par des États et par des entreprises, et qu'on puisse aussi trouver des accords, le mot utilisé par Pascal Lamy, c'est polylatéral, c'est-à-dire quelques pays et quelques entreprises sur un sujet clé qui mettent en avant des choses extrêmement concrètes et pragmatiques, tout ça dans le cadre global. Et c'est ça qu'on a vu à la COP26 se faire. La pression politique a fonctionné. On a vu que la Chine a fini par sortir des éléments formellement rentrés dans le cadre de la Convention des Nations Unies, une vraie NDC avec toutes les annonces qu'elle avait fait précédemment. Il n'y avait rien de nouveau par rapport aux annonces qu'elle avait fait encore en septembre 2021, mais tout ça est mis dans le cadre des Nations Unies. Donc la Chine, officiellement, a fait le job de l'accord de Paris, c'est-à-dire d'augmenter son ambition par rapport à 2015. On aurait aimé plus, mais le job a été fait. Et donc la pression collective a fonctionné. Et puis on a un certain nombre d'engagements de ce type polylatéral qui sont extrêmement importants. Et donc, pour moi, le rôle des entreprises dans cette COP, il est de participer à cette dynamique d'engagement spécifique qui permettent d'accélérer la transformation dans un certain nombre de secteurs ou dans un certain nombre de pays ou de régions, en disant, si on veut que les pays soient capables, au fur et à mesure, d'accélérer, d'être un peu plus ambitieux, il faut que les entreprises jouent un rôle de participer à ces engagements-là. Seulement, comme je le disais tout à l'heure, il y a une forêt d'engagements qui était extrêmement variable. Boris Johnson disait que lui, son but, c'était cars, cash, coals and trees. Et donc, il y a eu un engagement sur l'industrie automobile qui en fait n'était pas très nouveau, qui n'a pas tellement convaincu parce que les grands pays producteurs d'automobiles ne sont pas signataires, et donc c'était pas… La France l'a rallié, Sébastien, la France l'a rallié au dernier moment. Oui. Non, mais donc il y a des évolutions en cours de route, mais celui-là était plutôt jugé décevant, je m'excuse de le porter. Effectivement, il y a eu des modifications en cours de route. Sur le charbon, il y a eu aussi des choses relatives… à chaque fois, ils sont relativement intéressants, mais critiqués parce que des pays clés peuvent manquer. Et celui sur la déforestation a été aussi extrêmement important, mais a été critiqué parce que, par l'Indonésie qui l'avait signé puis s'en est retiré. Et puis, dans l'ensemble, celui sur la déforestation manque un peu de lisibilité sur quel est le cadre de redevabilité. En fait, beaucoup de la société civile se demande, d'accord, mais en fait, il y avait déjà un engagement déforestation en 2014, qu'est-ce que celui-là va vraiment changer ? Et donc ça reste un gros point d'interrogation. Pour moi,
les entreprises ont joué le jeu, hein, si je dois le dire de manière générale, mais il faut vraiment que dans ces accords qui mélangent des États, des entreprises, des acteurs, il faut que tout ça, enfin, pardon, sur la déforestation, c'est des États qui l'ont signé, mais on voit bien que derrière, il y avait aussi toute une dynamique d'engagement d'entreprise. Il faut que ces engagements soient, qu'on puisse les suivre au sens du monitoring et rendre compte des progrès. Et là, on a un énorme boulot devant nous. Je pense, Sébastien, vous pouvez le dire que dans pas mal de certains pays, les représentations des États sont assurées par des grandes entreprises. On va prendre l'Arabie Saoudite ou d'autres. Il y a une confusion complète. Oui, alors c'était pointé par Stéphane Aïkout, qui est un chercheur assez critique sur les COP et qui dit en fait ça a été la COP, certes la plus nombreuse, il y avait plus de monde qu'à la COP 21, mais il y avait beaucoup de lobbyistes privés et de représentants des industries. Pour moi, je n'ai pas l'impression que ça a été notablement fait diverger les résultats de la COP en fonction dans un sens ou dans un autre. De toute façon, ça ressemble plus à la présence des entreprises était aussi, la COP c'est aussi une foire professionnelle, hein, c'est un endroit où on se rencontre, on fait du réseau, et je pense que la pression de lobbying par la société civile environnementale ou par les entreprises, elle existe de toute façon, et pas forcément par la présence à la COP, mais par des coups de fil qu'on peut passer de plus loin. Donc, pour moi, ce fait-là n'est pas forcément n'est pas forcément très critiquable. Je voulais essayer d'indiquer quelques points sur des engagements qui me semblent. Enfin, comment est-ce qu'il faut réfléchir au sérieux et à l'intégrité d'un certain nombre d'engagements, et c'est à peu près là. J'ai ce point-là, et puis un dernier point pour laisser du temps à Antoine Cyr, qui a effectivement beaucoup de choses intéressantes à vous dire sur le volet finance. Moi, ce qui me semble important, c'est que pardon, j'aurais dû dire depuis le début, je vous dis, la COP a joué son jeu de réussir à augmenter l'ambition. En revanche, comme le soulignait Patrick, il y a un énorme élément de déception de la part des pays du Sud, et de la part des pays du Sud qui ne sont pas la Chine, c'est-à-dire l'Afrique, l'Inde, l'Indonésie, sont en train de dire on n'y est pas, vous ne tenez pas vos promesses. Et notamment vous, l'Europe. En même temps, c'est plutôt les Américains qui, en matière d'aide publique sur le climat, sont en retard. Hein. Les Européens ont plutôt fait le job. Mais dans l'ensemble, un énorme sentiment de déception où on dit vous, pays du Nord, vous ne tenez pas vos promesses. Ça s'adresse beaucoup à la question de l'aide publique au développement. Hein. C'est quand même beaucoup ça qui est visé. Donc les entreprises pourraient se dire que ce n'est pas de leur ressort. Il me semble que la question des 100 milliards est néanmoins bien une question de flux public et privé du Nord vers le Sud. Et que j'entends aussi beaucoup gronder de la part des pays du Sud des questions sur la manière dont nos principes de finances durables vont peut-être les empêcher d'accéder au financement dont ils ont besoin. Et je vais y revenir assez rapidement, plutôt pour lancer la conversation que pour donner des choses complètement affirmatives. En tout cas, une vraie montée en colère des pays du Sud, et des pays du Sud africains qui ne jouent plus uniquement les victimes, qui disent aussi de toute façon nous allons compter économiquement, nous sommes vos prochains marchés, et donc vous allez devoir nous écouter plus que vous ne le faites jusqu'à maintenant. Et donc je pense qu'il y a un changement qui est assez marquant de ce côté-là, et qui est le cadre dans lequel on doit réfléchir. Ça me permet de pointer quelques points sur des engagements précis. Sur la finance et la sortie des fossiles, je pense qu'on a là quelque chose d'extrêmement important lié à la taxonomie et qu'il faut essayer de prendre dans le contexte international et pas uniquement dans le contexte européen. Moi, j'ai échangé avec plusieurs acteurs financiers, mais évidemment que c'est beaucoup plus intéressant si c'est Antoine Cyr qui vous en parle lui-même. Mais la question du gaz a été vraiment mise sur la table par les pays africains en disant qu'en Europe, vous vouliez sortir le gaz de la taxonomie, c'est cohérent avec ce que demandent les ONG et la science, qui est qu'en fait, il faut garder toutes les énergies fossiles dans le sol si on peut. En revanche, nous, dans les pays du Sud, il y a tout un tas d'éléments pour lesquels le gaz est indispensable dans notre trajectoire de développement décarboné, comme une énergie de transition, mais aussi parfois pour rendre plus bancable des projets d'énergie renouvelable s'il y a un peu de gaz dedans, enfin tout un tas de raisonnements que j'ai entendus, hein, là c'est un peu anecdotique, mais j'ai entendu tous ces raisonnements. Et donc, j'entendais ça monter avant la COP, la question de comment est-ce que les principes de finance durable que vous décidez au Nord ou en Chine ou aux États-Unis ne vont pas devenir un blocage pour l'accès à la finance de nos pays, de nos projets d'investissement pour le développement économique et donc l'accès à l'électricité, à l'énergie en Afrique.
décarboner certes, mais en fait pour l'instant on a du mal à trouver les financements et vos principes de finance verte peuvent nous bloquer. Et j'entendais beaucoup d'acteurs financiers du Nord dire si on est excluant sur le gaz dès maintenant, on ne va pas réussir dans certaines de ces géographies-là où c'est absolument important. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir des principes de finance verte low cost pour l'Afrique et des principes de finance verte exigeants chez nous. Nous, on a tout un travail avec Finance for Tomorrow pour se dire est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'avoir des principes qui qualifient le stade dans la transition, la question des irréversibilités, de la dépendance de sentier. Donc, méthodologiquement, c'est compliqué, mais il me semble que ça, c'est une question qui est ressortie très fort. Oui, très important. Le deuxième point qui me semble aussi très important, je vais utiliser la question c'est sur l'Afrique du Sud. Patrick l'a mentionné, et pour moi, c'est un des éléments, pour moi un des éléments clés qui montre là un dispositif au moins concret, pragmatique, sur lequel on pourra rendre des comptes. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Principalement, l'opérateur d'électricité sud-africain Eskom est en faillite, est en situation économique catastrophique et dépend beaucoup du charbon. Et donc, il y a eu un programme de travail en Afrique du Sud qui s'est monté pour essayer de dire, travaillant autour d'Eskom et de la sortie du charbon, en mettant en place toute une logique de plan de transition juste à l'échelle sud-africaine. Donc, il s'agit d'Eskom mis dans le cadre d'une politique de transition sud-africaine, donc avec un vrai travail des acteurs en Afrique du Sud. Et les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Union européenne viennent financer, avec des montants financiers, je crois, de l'ordre de 8 milliards de dollars, ce plan de transition juste qui contient à la fois sauvetage d'Eskom, décarbonisation d'Eskom et des appuis à la requalification de la main-d'œuvre. Donc pour moi, là, on tient un exemple de ce que c'est qu'un bon exercice polylatéral où on a à la fois du secteur privé ou de délégation de services publics, mais disons des acteurs, un accord pragmatique pour déclencher la transition là où on en a besoin. Pour moi, je tiens à dire que d'une part, je vais dire deux choses contradictoires. Pour moi, c'est un exemple de ce qu'on doit essayer de chercher dans la COP. Et parce que c'est extrêmement pragmatique et que ça va peut-être faire bouger l'Afrique du Sud. Ça, c'est la première chose, très positive, très intéressante. Le contraire, l'autre point qui paraît contraire, c'est que beaucoup de pays du Sud disent, voilà, comme d'habitude, les pays du Nord choisissent une négociation polylatérale où on a en fait une logique de bilatéralisme, un pays en situation de faiblesse à qui le Nord impose ses conditions dans une logique de négociation léonine. Et donc le risque de ces genres de dispositifs polylatéraux, c'est qu'en fait, le pays du Sud, à juste titre, vu les asymétries de pouvoir dans la structure économique mondiale, disent en fait, vous nous divisez pour nous imposer des solutions qui viennent du Nord. Et donc, il y a tout un enjeu extrêmement important de faire que les COP soient les lieux où ces deals qui contiennent du public et du privé. On aurait pu imaginer quelque chose sur l'acier sud-africain avec des acteurs de l'acier et de l'achat public en Europe, enfin, pour développer des lead markets qui font que l'investissement dans l'acier soit de l'acier vert en Afrique du Sud. Donc il y a des tas de choses. On peut multiplier les exemples à partir d'Eskom. Il faut que ces choses incubent à la COP, mais aussi que l'ensemble des pays du Sud soient capables de dire de juger, j'allais dire, de la caractéristique suffisamment juste de ce genre de négociation. Si Laurence Tubiana s'est battue pour mettre l'accord de Paris dans ce cadre multilatéral universel et pas uniquement dans une logique de clubs polylatéraux comme les Américains nous le suggéraient depuis longtemps, c'est parce que il faut qu'on maintienne ce minimum de justice qu'assure le cadre multilatéral. Et donc on est à un moment assez crucial où ces logiques de clubs sont à la fois essentielles parce que pragmatiques, et en même temps le pays du Sud continue à dire mais en fait vous nous donnez goutte à goutte des financements et dans des situations de négociation qui ne sont pas justes. J'ai encore un point sur la partie méthane. Là aussi, vous voyez une logique la logique pragmatique issue de l'exemple de ce qui s'est fait sur la réfrigération et le trou d'ozone autour du protocole de Montréal dans les années 80. Là, on est dans une logique de deal international facile. On a une industrie, les frigos, une technologie de substitution où on remplace les CFC par des HFC à l'époque, et puis après on s'est rendu compte que l'HFC c'était pas génial, mais on a une substitution, on voit qui gagne, qui va perdre, et on peut faire un deal de compensation économique. Ça s'est bien passé, c'est entre le public et le privé et ça marche. Et donc, il y a eu tout un exemple avec ensuite la substitution des HFC par des gaz qui étaient ni dommageables à la couche d'ozone ni au changement climatique. Ça, c'était le protocole de Kigali qui a eu lieu récemment. Et là, c'est beaucoup la climatisation en Inde. Et là aussi, quelque chose de très pragmatique, substitution technologique. Le méthane essaye de se caler, le deal sur le méthane essaye de se caler là-dessus. Or, c'est très compliqué. Pour moi, là, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire qu'il y a 3 secteurs derrière le méthane.
Il y a Oil and Gas, l'industrie pétrolière et gazière, qui en fait, elle, a tout intérêt et n'a pas besoin d'être publique, excusez-moi, pour boucher les trous dans ses tuyaux quand il y a du méthane qui s'échappe, puisque le méthane est quelque chose qu'elle peut valoriser et le vendre. Et donc là, je trouve que ce deal-là est étonnant, on n'aurait pas besoin de mettre un accord public autour de ce deal-là. Il y a l'industrie des déchets et des stations d'épuration, où là, en revanche, je pense que ça a été trop peu travaillé, c'est assez compliqué, mais ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'on a besoin d'investissements publics pour capter le méthane des grandes décharges des métropoles africaines, par exemple, ou d'Asie du Sud-Est, ou d'Amérique latine. Et puis un troisième secteur qui est l'agriculture, où alors là, pas du tout, on ne sait pas du tout comment on va faire, parce que là, on est en train de parler des vaches qui sont parfois le capital d'un petit agriculteur dont c'est la source de stabilité financière. Et donc là, on met les pieds dans un débat politique qui est beaucoup trop compliqué. Donc là, pour moi, un deal qui est beaucoup moins clair et beaucoup moins positif. Donc ça, c'était pour vous parler de ces deals. Et je me rends compte que je parle plus que prévu. J'ai deux points. Un premier point qui est vis-à-vis des entreprises, il me semble, vous l'avez remarqué, la question de l'intégrité des engagements pris en matière de neutralité carbone est sur la sellette. Oui, et moi, je pense que vous avez toutes et tous parmi les entreprises eu raison de prendre des engagements de neutralité carbone sincères, mais en même temps sans savoir forcément comment vous allez y arriver. C'était important de le faire. On arrive au stade crucial où il ne faut pas vous désespérer et en même temps être très clair sur ce que veut dire neutralité carbone à terme. Ça veut dire zéro émission en fin de période. Non pas un certain nombre d'émissions qui vont être compensées par des puits de carbone qu'on trouverait un peu par miracle. Ces puits de carbone, ces émissions négatives en fin de période sont trop fragiles, trop difficiles à mobiliser, et à la rigueur, ils vont être réservés dans tous les scénarios du GIEC pour le secteur des terres lui-même. Et donc, dans tout le reste du système, neutralité carbone, c'est zéro à la fin de période. Et ça, c'est un élément qui va devenir extrêmement difficile à discuter. C'est évidemment des choses que vous discutez avec SBT, avec ACT, avec tous ceux qui vous accompagnent là-dedans, hein. Oui. Mais c'est extrêmement important. On a gagné sur l'intégrité en faisant que l'article 6 ne permettait pas trop de double comptage dans les échanges de compensation carbone entre pays ou entre entreprises et pays. Donc c'est relativement propre sur ce sujet-là. Mais je pense on a besoin d'être de plus en plus redevable sur la crédibilité des engagements de neutralité carbone, sur la fin de période, après 2050, est-ce que vous êtes au plus près de zéro possible? Et d'ici là, comment est-ce que l'action commence à s'enclencher pour que ça soit crédibilisé? Et comment est-ce que vous alignez vos investissements dans le court terme avec cette logique à long terme? Et évidemment, il y a le problème qu'en France, à juste titre, l'ADEME dit une entreprise ne peut pas être neutre en carbone. Ce n'est pas la bonne échelle territoriale de neutralité carbone. Ne réclamez pas ça. Et effectivement, c'est un peu dommage parce qu'à l'étranger, les autres entreprises se permettent de le faire. Et donc, cette question de l'intégrité, il faut qu'on la travaille avec vous pour sortir de ce dilemme extrêmement compliqué. Mon dernier point est vrai, c'est vraiment mon dernier point, Patrick. J'attire votre attention sur tous les enjeux que Patrick a mentionnés qui n'étaient pas forcément autour de la COP26 sur ce qu'on appelle en anglais litigation, la menace en justice. Beaucoup de pays du Sud, les plus vulnérables, ont dit en fait, on subit déjà les pertes et dommages, c'est une catégorie de la négociation, hein, les loss and damages, les pertes et préjudices, on les subit déjà du changement climatique et on sait qui les a produits puisque c'est ceux qui ont utilisé leur grosse part du budget carbone, les pays et les entreprises qui ont émis avec le charbon et le gaz. Les États-Unis s'étaient assurés que dans l'accord de Paris, il y a une mention que ces pertes et dommages ne pouvaient pas donner lieu à compensation. Et donc les pays comme la Barbade sont en train de dire ça ne sera pas dans l'accord de Paris, mais dans la convention cadre, ou alors on ira à l'OMI. Mais en tout cas, préparez-vous, on va vous amener au tribunal pour ceux qui continuent à utiliser du charbon et du gaz, pays notamment qui utilisent du charbon et du gaz, pour que vous veniez nous payer des réparations pour les dommages qu'on subit aujourd'hui. Et donc, ça peut être effrayant. Je pense que c'est plutôt un élément de contexte, à mon avis, qu'il faut avoir en tête sur le fait que pour le monde des États et des entreprises, tous ces jugements par des tribunaux, ceux qui ont eu lieu en Allemagne avec la Cour constitutionnelle, notre affaire à tous en France, mais aussi d'autres qui ciblent les entreprises pétrolières, c'est un élément de contexte structurant qui doit guider aussi votre relation avec les actionnaires, avec les investisseurs pour dire finalement on veut pas ce risque-là. Donc comment est-ce qu'on s'en prémunit avec des stratégies qui vont dans le bon sens? Prenons-le comme un élément positif plutôt que comme un élément d'inquiétude, mais ça me paraît structurant. J'espère que c'était suffisamment informatif. Absolument. Merci mille fois, Sébastien, d'avoir ouvert
vraiment sur ces problématiques qui seront celles des années qui arrivent là-dessus. Et effectivement, on voit bien que on ne peut pas que demander aux États de rentrer dans des logiques avec de la redevabilité importante si les entreprises ne vont pas aussi très fortement dans ce sens. Le WPCSD a mis sur la table une proposition de caler, de rapprocher les deux démarches État-entreprise avec des NDC d'entreprise, etc., de renforcer les étapes intermédiaires. Le sujet va se durcir, se complexifier, va devoir être plus dans la justice aussi, dans une transparence scientifique, et ça va hisser le niveau de travail des entreprises. Donc, c'est une excellente, et merci d'avoir ouvert ça, excellente transition vers le témoignage que va nous faire maintenant Antoine Cyr, à qui je suis heureux de passer la parole et je le remercie d'être là, parce que du point de vue de son groupe très engagé, notamment dans l'alliance, le Banking Alliance for Net Zero, qui est un point important des grands financiers. Comment, Antoine, vois-tu un peu ce mouvement issu de la COP26 vous concernant et les conséquences que vous pouvez en tirer en remettant ça dans le contexte de votre engagement dans la finance durable? Et il y a des questions qui ont été posées sur lesquelles on reviendra après ton exposé. Antoine, tu as la parole. Merci Patrick, et puis merci Sébastien aussi, parce qu'il y a évidemment énormément de choses dans ce qui a été dit par Sébastien, et dans lequel je me reconnais, et dans lequel je reconnais à la fois le bilan qu'on fait nous-mêmes de la COP. Hein. On a eu une réunion interne avec la direction générale qui a duré plusieurs heures à la sortie de la COP, et où le bilan qu'on a tiré de cet événement, auquel on a été plusieurs à participer et à être présent à des degrés divers, était très proche de l'analyse que faisait Sébastien. Il y a un point sur lequel je voudrais rebondir tout de suite avant d'aller plus loin. C'est un point qui a été évoqué par Patrick, qui est celui de les États ne peuvent pas s'engager si les entreprises ne s'engagent pas. Alors, moi, je dirais que la course de vitesse entre État et entreprises, ce n'est pas forcément toujours États qui vont très vite et entreprises qui ne vont pas vite. En fait, la course, elle est beaucoup plus nuancée que cela. Hein. Par exemple, je donne cet exemple-là, mais sur le charbon, si l'accord sur le charbon avait été ce qu'on voulait qu'il soit et ce qu'on espérait qu'il soit, il aurait abouti exactement à des engagements des pays qui auraient été ceux que BNP Paribas a déjà pris depuis 2 ans. Donc, il faut bien, et je prends cet exemple parce que je le connais bien, mais je suis certain qu'il y a d'autres cas. Donc on est dans une où il y a un autre cas qui n'est pas exactement dans l'orbite de la COP, mais qui, en termes de timing, arrive exactement au même moment, qui est très intéressant, qui est le fait que la coalition de gouvernement allemande vient de fixer la fin du charbon pour 2030, alors que dans la précédente plateforme allemande, c'était 2038. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que en Allemagne, il y a un acteur de l'énergie extrêmement important qui est RWE, qui est à la fois engagé massivement dans une accélération des énergies renouvelables et qui, en même temps, détient un certain nombre d'actifs très liés au charbon, dont d'ailleurs des mines de lignite qui font beaucoup, qui ont été considérées comme une aberration écologique, mais en même temps, on sait très bien que l'Allemagne s'était rendue très tributaire des énergies fossiles pour sa production d'électricité par sa sortie du nucléaire. Mais donc, bref, on voit bien
une entreprise comme RWE, qui a un nouveau management, qui a décidé d'accélérer dans la sortie du charbon, qui est très bien placé dans les énergies renouvelables et qui a un très grand intérêt à ce que une part très importante de l'énergie, de l'électricité allemande, on parle de 80% en cible, viennent des énergies renouvelables, et un RWE qui a lui-même, par sa volonté de sortir de son propre modèle du charbon, contribuer à ce que les politiques allemands puissent signer un accord qui est un accord un peu groundbreaking. Bon, et très franchement, c'est une situation complètement inédite parce qu'il y a quelques années, pour nous, RWE, c'était plutôt un sujet. Ce que tu veux dire, Antoine, ce que tu veux dire, si tu m'autorises à décoder un peu, c'est que pour les banquiers que vous êtes, vous réclamez un peu d'avoir la possibilité de financer ces acteurs qui sont en logique de progrès, best in progress, comme on dit, par rapport à ceux qui sont purs et durs. Et donc, et là, tu fais bouger un peu sur la taxonomie. Il faut être autant dans les activités de transition que dans les activités purement durables. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Oui, alors ça, je le dis de toute façon. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que dans la discussion entre les États et les entreprises, c'est pas toujours les États qui sont le plus en avance. C'est ça que je voulais dire clairement. D'accord. C'est parce que les entreprises, elles vont avoir un business model différent à délivrer. Elles ont une vision plus long-termiste, en tout cas les bonnes entreprises ont une vision plus long-termiste qu'on ne le dit. Et je pense que certaines d'entre elles, une fois qu'elles ont vraiment compris, elles ont compris. Et d'ailleurs, ceci nous ramène, je pense, on a aujourd'hui quelques années de recul sur finalement un succès diplomatique absolument incroyable qui est l'accord de Paris. Parce que quand on regarde bien, le monde économique ne s'était pas réellement bougé avant l'accord de Paris. Pourquoi l'accord de Paris a changé quelque chose? Bien sûr que c'est une accélération énorme sur le plan de l'action des États, c'est une action de diplomatie multilatérale complètement sans précédent, mais c'est aussi un accord dans lequel il y a des objectifs, dans lequel il y a des choses qui sont extrêmement faciles à décoder pour le monde économique. Et si vous voulez, c'est beaucoup plus facile pour le monde économique de s'appuyer sur les accords de Paris que de s'appuyer, je ne sais pas, sur un discours de Jacques Chirac qui dit que la planète brûle. On voit maintenant, avec le recul, que l'accord de Paris a été vraiment le point de départ d'actions qui prennent aujourd'hui beaucoup plus d'ampleur, mais qui ont vraiment commencé. Pour moi, il y a vraiment un avant 2015 où il n'y a pas grand-chose et un après 2015 où les choses s'accélèrent. Et ce qui est intéressant, c'est que, si je puis dire, cet accord de Paris, c'est une fusée à plusieurs étages, c'est-à-dire que la fusée de l'action pour s'aligner avec ses objectifs, elle a commencé depuis quelques années. Et effectivement, cet accord de Paris prévoit aussi qu'il y a une solidarité qui doit s'installer entre les pays du Sud et les pays du Nord pour atteindre les objectifs et pour rendre cela possible. Et effectivement, on a vu, moi je l'ai ressenti très fortement, y compris dans des panels où j'ai participé, on a vu très fortement monter cette demande de solidarité des pays du Sud. Et effectivement, l'exemple de ce qui s'est passé en Afrique du Sud est un très bon exemple de choses qui fonctionnent et qui montrent la voie dans laquelle il faudrait aller. Et donc, tout ça, ce que ça me fait dire, c'est que cette COP est une COP où en fait tous les gens qui ont quelque chose à délivrer, que ce soit les États, les entreprises, etc., sont beaucoup plus dans une situation où ils sont au pied du mur et où ils cherchent comment réaliser et comment délivrer ce qu'ils ont à délivrer. Alors, effectivement, et là, ça nous ramène à ton intervention, Patrick, ce que nous avons à délivrer, c'est une transition. Le chemin de l'accord de Paris est un chemin
de transition. Et donc, faire transitionner l'économie, c'est à la fois arrêter l'économie la plus brown, accélérer l'économie la plus green et permettre, mais c'est aussi permettre au monde de passer de l'un à l'autre. Et passer de l'un à l'autre, ça passe par des transitions. Alors, si on regarde ce que nous, par exemple, BNP Paribas, on fait. BNP Paribas, par exemple, dans ce qu'on finance, 4% de ce qu'on finance, c'est le secteur de l'énergie. Et donc, 96% de ce que l'on finance, d'une certaine manière, c'est le secteur qui consomme de l'énergie. Donc, c'est les secteurs qui consomment de l'énergie. Donc, on voit bien que nous, il faut à la fois qu'on agisse sur les secteurs qui sont à l'origine de l'offre d'énergie, mais il faut aussi qu'on agisse sur les secteurs qui sont à l'origine de la production, disons, de l'émission de gaz à effet de serre parce qu'ils consomment de l'énergie. Il faut qu'on agisse sur la production et il faut qu'on agisse sur la demande. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui sur des modèles d'alignement de notre portefeuille de crédit, qui sont donc des modèles dans lesquels concrètement, on va prendre secteur par secteur, on va regarder pour chacun des secteurs économiques qui jouent un rôle important dans les émissions de gaz à effet de serre, quelle est la trajectoire idéale du secteur pour se mettre en conformité avec l'accord de Paris, les objectifs de l'accord de Paris. Et chaque fois qu'un client entreprise va être largement dans cette trajectoire, on va le financer, puisque plus on va le financer, plus ça va verdir notre portefeuille. Lorsqu'il n'est pas aligné avec cette trajectoire, mais que ces plans à 5 ans sont des plans qui conduisent à une accélération, à une tendance forte vers cet alignement, on va le financer aussi parce que c'est effectivement, comme tu le disais Patrick tout à l'heure, une contribution à la transition qui finalement va être très importante parce que c'est là qu'il va y avoir beaucoup de leviers. Et puis quand il n'est pas dans les clous et qu'il n'a pas l'intention de se mettre dans les clous, on ne va pas le financer et ça va donc nous amener à déformer. Des renoncements, à la question des renoncements. Ça va nous amener alors, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a des renoncements a priori. Donc, des renoncements a priori, on en fait beaucoup. On a arrêté de financer les spécialistes du gaz de schiste. On a arrêté de financer toutes les entreprises qui n'ont pas de plan de sortie du charbon. Quand on parle de 2030 ou 2040, on n'attend pas 2030 ou 2040 pour arrêter de les financer. On a arrêté de les financer maintenant parce qu'elles n'avaient pas de plan de sortie à 2030 ou à 2040. Et donc ça, c'est effectivement ce qu'on appelle les renoncements. Mais là, ce dont je parle, ce ne sont pas les renoncements, c'est le pilotage du portefeuille. C'est-à-dire que ce ne sont pas des renoncements a priori, ce sont des renoncements lorsque l'on constate que tel ou tel acteur n'est pas dans les clous et donc ça ne se fait pas par bloc, ça se fait entreprise par entreprise. Et c'est là où il faut bien comprendre, et ça nous ramène à une remarque que faisait Sébastien tout à l'heure, ou toi, je ne sais plus, sur le fait que la grande alliance de tous les acteurs financiers de Marc Carnet avait été critiquée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métier des banques et le métier des autres acteurs financiers, ce n'est pas tout à fait le même. Parce que les gestionnaires d'actifs, par exemple, ils investissent dans une participation, ils désinvestissent. Alors, bien sûr, ils sont beaucoup moins court-termistes et sautent beaucoup moins d'une valeur à l'autre qu'on l'imagine quand on a vu le loup de Wall Street. Mais ils sont quand même dans une logique qui est d'avoir une certaine distance par rapport aux entreprises. Nous, dans les banques, on a un dialogue qui est permanent avec ces entreprises. Ce sont des entreprises que l'on connaît bien, on partage avec elles leurs plans et donc on a une assez bonne vision en fait du fait de savoir si elles vont être ou pas dans les clous de la transition et on a une assez forte capacité de discuter avec eux aussi. Les asset managers ont cette capacité, mais elle ne se situe pas tout à fait au même moment ni de la même manière. Et nous, un BNP Paribas,
on est très souvent à la tête de ce qu'on appelle les syndicats bancaires, c'est-à-dire qu'on fait effectivement partie des gens qui sont à l'origine d'un crédit et de sa structuration. Et donc, on a incontestablement une certaine capacité d'influence. On fait partie, en tout cas, des banques qui ont cette capacité d'influence. Et donc, on est bien décidé à l'utiliser client par client et à l'utiliser vraiment. Donc, toutes les analyses disant les banques, le portefeuille des banques émettant les émissions attachées au portefeuille sont de temps. Toutes les analyses qui reposent sur des estimations à la louche de ce que pèse un secteur ne vont pas rendre compte de cet effort. Et donc, nous, on travaille sur des instruments qui nous permettent vraiment de faire la différence entre les acteurs qui sont en train de bouger et les acteurs qui ne sont pas en train de bouger. Ça s'applique bien entendu aux 4% de nos financements que sont le secteur de l'énergie, mais ça s'applique bien entendu à tous les autres secteurs. Et donc, pour ça, on vient de créer, pour les grandes entreprises, un groupe qui s'appelle le Low Carbon Transition Group, qui est un groupe de 250 senior bankers entièrement dédié au financement de la transition écologique des clients. Au sein du groupe, au sein de Paris, au sein de BNP Paribas, tout à fait. Oui. Qui peuvent d'ailleurs aussi s'appuyer sur un réseau d'à peu près 250 experts répartis dans le groupe qui sont des spécialistes, cette fois-ci techniques, des sujets climat et biodiversité. Et donc, à travers cette force de frappe, on pense qu'on peut jouer un rôle important pour que toutes les entreprises qui ont des projets se sentent vraiment encouragées à les mener. Exemple, Antoine, exemple, je ne sais pas si tu peux répondre, mais de ce fait-là, ça détend l'atmosphère. Ça veut dire, d'une certaine manière, que le nucléaire, qu'il soit en durable, en 1 ou en 2 ou en transition, vous le financerez, de toute façon, dans ce cas-là. Je veux dire, voilà. Et donc, le débat n'est peut-être pas aussi manichéen qu'on veut bien le poser aujourd'hui. Sans doute. Bon, après, il y a des questions. On sait qu'il y a des discussions sur, à la fin, où est-ce que le nucléaire atterrira dans les sujets de taxonomie, etc. Oui, donc, il y a quand même des discussions. Mais pour nous, clairement, aujourd'hui, le nucléaire, il fait partie des stratégies destinées à produire de l'électricité non carbonée. Hein. Quand on a notre diagramme PACTA de la production d'électricité, et clairement, on voit bien que la production d'électricité par le nucléaire fait partie des éléments qui réduisent la carbonation de la production d'électricité. Il n'y a pas de doute là-dessus, même si aujourd'hui, l'élément de croissance qui permet de réduire le charbon, c'est évidemment les énergies renouvelables. Mais moi, je pense que l'exemple que je peux prendre, c'est l'exemple des financements qu'on fait, par exemple, à l'industrie automobile. Aujourd'hui, on ne fait pas un financement à l'industrie automobile qui n'est pas destiné à faire passer des usines de voitures thermiques à des usines de voitures bas carbone. Ça n'existe pas. Les émissions, les financements ou les émissions obligataires qu'on a fait dernièrement pour Daimler-Benz, pour Volvo Cars, pour Jaguar au UK, etc. Enfin, tous ces financements sont tous des financements qui servent à passer d'un monde à l'autre. Et pourtant, l'industrie automobile, si on la prend telle qu'elle, elle n'est pas effectivement cataloguée comme l'industrie la plus décarbonée qui soit. Donc, je pense que donc ça, c'est un élément important. Autre élément qui est très important, qu'il faut comprendre maintenant, c'est que les engagements sont très engageants. Et donc, ce que disait Sébastien tout à l'heure par rapport à l'aspect juridique et aux actions judiciaires qui peuvent être entreprises contre les gens en cas d'inaction, il faut faire très attention aussi parce que maintenant, les engagements que l'on prend vont évidemment
être scrutés de très près et analysés de très près. Et là, comme on ne va pas arrêter de prendre des engagements, la seule solution qui existe pour nous, c'est de faire des transformations massives pour être capable à la fois de mesurer et de piloter cette transformation. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est des chantiers absolument considérables en termes de data, des chantiers considérables en termes de transformation de nos process, en termes de transformation de nos critères de décision et en termes de construction de la traçabilité de tous ces éléments. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de travailler sur nos 700 plus grands clients, qui représentent évidemment une part importante en engagement de notre portefeuille, pour analyser chacun de ces clients de façon, je dirais, méthodique et systématique. On le fait déjà, mais il faut qu'on le fasse maintenant de manière très processée, sous 5 critères, qui sont le critère du climat, le critère de la biodiversité, le critère des droits humains et des droits sociaux, le critère de l'impact sur les communautés et le critère de l'éthique des affaires. En somme, 2 critères qui correspondent à E, 2 critères qui correspondent à S et un critère qui correspond à G. Et donc, ça, vous imaginez bien qu'en termes de sourcing des data, de traitement des data, ensuite d'intégration de ces notations dans nos processus de décision et dans toute notre chaîne, c'est une transformation absolument massive. Je peux prendre un autre exemple. On a parlé tout à l'heure de déforestation. Bon. Nous, par exemple, on a décidé, il y a quelque temps, de ne plus travailler avec les acteurs de la filière agroalimentaire opérant dans le soja et le bœuf et travaillant sur les zones de l'Amazone et du Cerrado au Brésil, qui ne seraient pas en zéro déforestation à l'horizon 2025. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi 2025 ? Parce qu'il y a même des ONG qui nous ont dit « Vous êtes des gens horribles, vous donnez à ces gens le droit de déforester jusqu'en 2025. » Alors, ce qu'on leur répond, c'est on leur dit « Bon, d'abord, on est les premiers à avoir mis un deadline, personne d'autre a mis de deadline. Et la deuxième chose, c'est qu'on a mis ce deadline parce qu'on pense qu'en termes d'organisation pour ces entreprises, pour qu'ils soient capables de bonne foi de faire bouger les producteurs et de s'organiser correctement pour qu'ils contrôlent les choses et que nous-mêmes, nous puissions les contrôler de manière totalement traçable pour que les critères, que nos décisions soient des décisions réellement éclairées et traçables, effectivement, ça va prendre quelques années. C'est-à-dire que depuis 200 ans, on a des systèmes d'information qui sont destinés à collecter des données financières et désormais, il faut qu'on arrive à doubler toutes les données financières que l'on collecte par des données ESG. Et c'est d'ailleurs pour ça que des coalitions dans lesquelles on est, comme par exemple une coalition qui s'appelle OS Climate, dans laquelle on est avec Microsoft et quelques banques sur le sujet des data et sur la construction de plateformes data en open source, sont probablement aussi importantes que des coalitions comme la Net Zero Banking Alliance, qui pourtant est essentielle et dans laquelle d'ailleurs on a effectivement joué un rôle important, notamment pour ce qui était d'amener des acteurs américains qui étaient un peu hésitants à y aller. Et le fait que BNP Paribas soit la 8e banque mondiale et était très décidé depuis le départ à y aller, a sans doute été quelque chose qui a contribué dans une certaine mesure à les faire bouger. Merci. Antoine, est-ce qu'on va peut-être passer à des questions, si tu autorises ?
si tu veux Oui, bien. voilà, mais Non, mais merci de ces réponses très franches et très directes et opérationnelles. Effectivement, le passage des intentions de la COP à la réalisation des ouais, schémas opérationnels ouais. pour vous, c'est évidemment pas en claquant des Alors, doigts. juste si tu me laisses encore Je t'en 3 prie, secondes, je vas-y. dirais premièrement que oui, je pense que vraiment, moi, ce que j'ai vu beaucoup à la COP, c'est quand même énormément de gens qui avaient qui avaient vraiment des problèmes concrets à régler. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas tellement dans le est-ce que ce serait bien que je fasse ou est-ce qu'il faudrait que je fasse, etc. Mais Comment? ils étaient vraiment dans le comment. Du coup, les gens qui avaient des propositions concrètes, par exemple, il y a beaucoup de discussions dans le monde de l'électricité sur le grid, sur tout ce qui va permettre d'optimiser l'utilisation d'un territoire à l'autre de l'électricité Oui. produite, des sources d'énergie. On Les voit bien green que grids, les fameux voilà. green grids qui vont Eh être oui, mais investis. Oui. c'est vraiment un sujet qui est en train de monter, ça aussi, Oui. parce que concrètement, quand il faut passer à l'action, avoir ce type d'infrastructure est absolument essentiel. Et moi, je vois, on est arrivé assez modestement avec un fonds qu'on a monté aussi on est arrivé à la COP avec un fonds qu'on a monté avec Solar Impulse. Vous savez, Solar Impulse a fait Oui. labelliser un grand nombre de solutions qui sont des solutions technologiques qu'il faut maintenant passer à l'échelle. Oui. Et très honnêtement, ce fonds, c'est un fonds de 150 millions à investir dans des startups. 75 viendront de BNP Paribas, 75 viendront d'autres actionnaires partenaires auxquels on ouvre le fonds. Et franchement, on a eu des manifestations d'intérêt très, très nombreuses parce que Oui. les gens sentent bien qu'à côté de cette vieille économie dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, il va falloir vraiment en créer une nouvelle et que ça, c'est quelque chose dans Oui. lequel nous aussi, on a un rôle à jouer. Merci beaucoup, c'est très, très concret. Peut-être, alors Arnaud va reprendre la main pour canaliser le questionnement. Si, Sébastien, vous avez des points en réaction à ce que vient de dire Antoine Cyr, n'hésitez pas non plus. Arnaud, je te passe la main Oui. pour répondre à nos participants sur les questions en les rassemblant, si tu le peux. Alors oui, effectivement, déjà beaucoup de questions que j'ai réunies par bloc Oui. que je poserai successivement à chacun d'entre vous. Et étant donné l'heure déjà un peu avancée, si vous pouviez faire des réponses courtes, ça permettrait d'adresser un maximum de questions qui sont très pertinentes pour la grande majorité d'entre elles. Sébastien, alors le premier paquet de questions va être plutôt sur les rapports de force géopolitiques autour de cette COP26 et notamment la place de l'Europe. On a vu qu'elle est arrivée en ordre dispersé, notamment peut-être sous le coup des annonces de Macron juste avant. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut avoir un doute sur l'avancement de la taxonomie et est-ce que l'Europe n'est pas en train de perdre la main quelque part sur les discussions climatiques par rapport à la difficulté à se coordonner entre elles? Et une deuxième question qui est plutôt pour rebondir sur votre introduction qui était de reconnaître, de revendiquer la posture de Greta Thunberg qui avait dit dès le milieu de la COP que ce serait un échec. Finalement, vous n'avez pas été jusqu'au bout de dire comment vous interpréteriez cette prise de parole de Greta et à travers elle, probablement l'état d'une certaine partie de l'opinion de la société civile. Merci beaucoup, je vais essayer d'être court. En fait, on a eu pendant la COP beaucoup de gens qui se sont interrogés sur pourquoi on ne voyait pas l'Europe. Et je pense qu'il faut quand même voir que l'Europe est quand même la région et le pays qui font le plus. Je dis pas ça parce que évidemment je suis un peu européen et donc je suis peut-être un peu biaisé, mais disons qu'en termes d'ambition de la loi climat, du Fit for 55 qui est sur la table, de la sortie d'un certain nombre d'énergies, etc., et des financements vers les pays du Sud, ou quand même les pays européens par rapport aux États-Unis, si on prend du PIB par habitant, font beaucoup plus, l'Europe aurait pu être en position de force. Il s'avère qu'en fait, parce qu'elle a voulu lancer la dynamique internationale, ces éléments qui étaient très forts, elle les avait déjà annoncés bien avant la COP. Et donc, par rapport au pacte US-Chine qui a été annoncé comme quelque chose de fabuleux, en fait, les États-Unis et la Chine n'annonçaient rien de neuf. Mais ils ont mis en scène une communication. Donc, je pense que, pour moi, l'Europe a vraiment une énorme place à jouer. Il est vrai qu'elle n'était pas très visible à l'extérieur.
Et je crois qu'effectivement, il faut quand même voir que l'Europe et ses 27 États membres, c'est énormément, ça ralentit beaucoup la capacité diplomatique de notre bloc. Et donc, notre agilité diplomatique pendant la COP est pas toujours très bonne. Mais moi, je tiens à dire, il faut plutôt aider les Européens à être fiers de ce avec quoi on arrive sur place, parce que parmi les grandes régions et grands pays du monde, on est l'économie qui fait le plus pour l'instant. Et donc, n'oublions pas ça. Comme c'était annoncé en 2019, puis on ne l'avait pas forcément vu. Enfin, ce que je voulais dire sur Greta Thunberg, moi, ce que je veux dire, c'est que vu la foire j'ai dit forêt tout à l'heure, la prolifération d'engagements plus ou moins crédibles et plus ou moins redevables par la suite, je comprends que la société civile dise moi, je ne vois que du blablabla. Et je pense que c'est extrêmement important que dans la communication, on arrive à bien pointer des éléments qui ne sont pas là juste pour dire on fait beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a de sérieux là-dedans? Et évidemment que c'est très compliqué. Sur GFANZ, sur la Global Finance Net Zero, les 130 000 milliards, à mon avis, c'était une erreur de communication de mettre l'accent là-dessus, parce que c'est extrêmement compliqué d'expliquer qu'est-ce que c'est. Enfin, Antoine Cyr l'a très bien expliqué, mais ça prend du temps. Et donc, il aurait fallu, à mon avis, aussi mettre en évidence des éléments apportés par de l'aide publique, par des banques publiques de développement, pour dire par ailleurs, on traite aussi un certain nombre de sujets. Et donc, il y a des questions de communication et des questions d'analyse maintenant. Un grand rôle pour toute la communauté des acteurs de bien continuer à qualifier là où il y a des choses sérieuses et comment on progresse. Et donc, de notre côté, IDRI et d'autres dans la communauté académique, de continuer à analyser, à dire ce qu'on trouve positif. Excusez-moi de faire de la pub, mais notre newsletter d'aujourd'hui, d'hier, elle est là-dessus. On continue à dire, voilà, quelques éléments qu'on trouve extrêmement significatifs. Et puis, du côté des entreprises, de continuer, quand vous êtes dans certains de ces engagements, de donner à voir avec beaucoup la qualité de l'évaluation, ce que vous pouvez dire des progrès en cours. Le monitoring et la redevabilité vont devenir essentiels. Tu veux ajouter un mot, Antoine, parce que tu l'as dit. Ouais, mais je vais, alors là, je vais être un peu plus, Vas-y. Mettre un pavé dans la mare un peu plus grand, pas plus, mais différent. C'est que pour le coup, les anglo-saxons mettent parfois du marketing là où il ne faudrait pas en mettre. Oui. Et dans leur stratégie de marketing, il y a très souvent le fait d'annoncer des chiffres énormes qui mélangent des choux et des carottes. Et c'est assez curieux d'ailleurs, parce que c'est aussi un monde dans lequel il y a beaucoup de contrôle, beaucoup de reporting, mais il y a aussi une espèce de… Et je pense que les chiffres je suis tout à fait d'accord avec Sébastien, et je pense que les chiffres de Mark Carney, qui encore une fois effectivement mélange des acteurs de nature complètement différente et des choux et des carottes, alors qu'en réalité sur le terrain, chaque type d'acteur a sa propre coalition. Les banques ont leur coalition, les asset managers ont leur coalition, les asset owners ont leur coalition, les assureurs ont leur coalition. Enfin, tout le monde a sa coalition, justement parce que chaque sujet est différent et à la fois on va financer des secteurs économiques différents et donc qui vont poser des problèmes écologiques et sociaux différents. Et donc, il faut qu'on fasse cette différenciation. Et les acteurs financiers eux-mêmes sont très différents. Il y a un concept qui a émergé au cours des 20 dernières années et qui est un concept dont je réfute jusqu'à l'existence, qui est le concept de finance. Ça n'existe pas. Il y a des acteurs très différents qui font des métiers très différents. Et donc, le gars qui dit « Ah bah tiens, on va saucissonner tout ce que fait la finance et ça va faire X milliards de milliards », ça ne marche pas parce qu'à l'intérieur, les réalités qu'on regroupe sous ce concept sont beaucoup trop différentes. Donc, voilà, je pense que c'est important. Arnaud ? Merci Antoine. Oui. Alors j'ai un deuxième bloc de questions pour Sébastien et après j'en aurai aussi beaucoup pour vous Antoine. Sébastien, il y a une phrase que vous avez prononcée qui a fait pas mal réagir. Au moment où vous avez dit les entreprises ont tout à gagner ou ont besoin de prendre des engagements lointains sur la neutralité alors même qu'elles ne savent pas comment elles vont y aller. Et là, donc, il y a eu pas mal de commentaires pour dire bah oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'illusion est-ce que c'est même pas une stratégie de diversion de la part des entreprises pour prendre des engagements qu'elles ne savent pas forcément comment adresser et ça leur évite de mettre en péril ou en tout cas de commencer la transformation dès à présent. Et puis une dernière question qui a été posée, c'est comment vous réagissez à un certain message qui commence à sortir de certaines instances, et le MEDEF était cité, où l'idée est de dire
bon, ce changement climatique, c'est une montagne. La marche est trop haute, ce sera trop cher, il y aura trop de casse sociale. Donc, voilà. Comment fait-on? Vaste programme. Sébastien, vous entendez? Alors, Sébastien est Sébastien, vous avez figé. entendu? Oui. Allô? On va laisser 2 minutes, peut-être qu'il a un problème de réseau. Oui, Sébastien. Sinon, On peut, enfin, Sébastien, vous prenez la parole dès que votre liaison est rétablie. Je dirais en attendant, par rapport à ça, il y a évidemment un phénomène dans le phénomène, et je pense qu'Antoine, qui est un fin analyste politique aussi, le ressent comme moi, c'est qu'il y a dans la montée, dans l'insatisfaction, la frustration de la société civile, un phénomène dans le phénomène, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que le climat derrière ça. Il y a toute une demande de transformation de la société, tout un ensemble de valeurs qui mutent et elle s'exprime à travers ceci, ça sert de catalyseur. Alors, c'est un signal très important pour les entreprises qui voient une modification évidemment de la demande, mais aussi des rapports humains et aussi des rapports économiques. Donc, la société civile, elle se sert du climat aujourd'hui pour pousser des transformations qu'on a pu connaître en 68, à d'autres moments et autres, mais qui vont être les nouvelles valeurs. Et donc, le mouvement est plus large simplement que la simple décarbonation. Oui, tu partages ce merci sentiment Patrick. ou pas, Antoine? Tu partages ce Oui, sentiment? non, mais bien entendu. D'abord, il y a un sujet, on n'en a pas beaucoup parlé là, où on en a parlé en filigrane, mais la question de la transition juste va être un élément qui est essentiel. Et d'ailleurs, nous, en tant que banque, on est au cœur de cette question de la transition juste, parce que nous, très honnêtement, on ne peut pas financer toute l'économie. Donc, à un moment, ne financer que l'économie la plus green, c'est quelque chose qui, financièrement, est tout à fait à notre portée. Simplement, le problème, c'est que si on fait ça, on arrête effectivement de financer les entreprises qui sont en transition et qui sont en transition. Si elles sont en transition, c'est parce que ça soulève quantité de problèmes industriels, sociétaux et sociaux. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a une transition. Et la question du rythme de la transition, elle est essentielle, pas uniquement pour des raisons écologiques. Et il y a des forces qui tirent dans tous les sens, et on le sait très bien. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est notre politique, si je puis dire, c'est d'aller le plus loin possible dans le sens du climat, mais en sachant quand même que les aspects économiques et sociaux ne peuvent pas être négligés, quoi. On est dans et on va voir arriver demain, on va avoir arrivé des secteurs entiers qui ne sont pas aujourd'hui réellement entrés dans les questions de transition écologique et qui vont soulever des problèmes sociaux importants. Il s'agit de l'immobilier, parce que bientôt, très naturellement, un crédit immobilier ne s'obtiendra pas dans les mêmes conditions selon qu'il s'accompagne d'amélioration de l'efficacité énergétique d'un logement ou d'un logement efficace ou pas. Et ça, vous voyez bien que ça a des conséquences sociales qu'il va falloir traiter. On va avoir un énorme sujet qui va être lié à l'agriculture. Et là aussi, évidemment, la façon dont on va le traiter va avoir des conséquences sociales. Donc, plus on va rentrer dans le dur et dans le vrai, prenons un exemple aussi assez intéressant. Prenez les compagnies, la Pologne, par exemple. Nous, BNP Paribas, avant même d'avoir la politique charbon qu'on a aujourd'hui, en 2018, je suis allé à Varsovie pour annoncer aux compagnies d'électricité polonaises qu'on ne les finançait plus parce qu'elles n'avaient aucun plan de transition. Et donc, on a dit, nous, on ne finance pas des gens qui n'ont aucun plan de transition, ce n'est pas possible. Donc, on a arrêté nos relations. Mais on sait très bien pourquoi ils n'ont pas de plan de transition. Ils n'ont pas de plan de transition parce qu'ils ont un problème social important et que le gouvernement
gouvernement polonais attend que ce soit l'Union européenne qui paye pour ce problème de transition. Donc nous, à un moment, on a dit, écoutez, nous, on est BNP Paribas, on a quand même 3 millions de clients en Pologne, donc on n'est pas totalement indifférent à ce qui se passe dans le pays, mais on a fait le choix de prendre une décision 100% orientée climat. Il est clair que, étant donné le rôle qu'on joue dans le fonctionnement de la société dans un grand nombre de pays, on ne peut pas prendre la même décision partout. Il faut qu'on soit effectivement, qu'on modélise la transition pour bien comprendre qui est en transition et qui ne l'est pas, et essayer d'éviter de faire des erreurs. Mais Antoine, cette question-là qui est évidemment sur la table partout, compte tenu du côté multifactoriel de cette transformation et sociale, écologique, etc., vous amène plutôt à, je dirais, faire varier le taux de crédit, le taux des emprunts, etc., selon ces critères-là, plutôt qu'à être dans des stratégies du tout ou rien. Je pense que… Non, les deux. Bon, Les deux. Non, les deux. Non, Bon. non. On a les deux. On est à la fois très actif sur la dimension positive incentive loans, en variant les coûts du crédit, et on est aussi très actif sur le fait de ne plus travailler de mettre avec des curseurs. Oui, non, je pense qu'on peut vraiment dire qu'on utilise les deux leviers. D'accord. Arnaud, oui. Alors, je pense qu'on a définitivement perdu Sébastien qui doit avoir des problèmes de connexion, mais c'est pas grave. J'ai plein de questions pour vous, Antoine, que j'ai essayé de regrouper. Alors, il y a eu énormément de réactions sur les modalités de réorientation de vos financements vers les actifs plus verts. Il y a des questions à la fois pratiques et d'autres qui sont plus de l'ordre du systémique. Donc, d'un point de vue pratique, c'est est-ce que vous pouvez nous délivrer, vous avez beaucoup parlé des secteurs liés à l'énergie, mais est-ce qu'il y a cette réflexion porte sur d'autres secteurs? Alors, vous l'avez un peu abordé à l'instant, mais est-ce que vous pouvez en dire plus? En particulier, une question sur l'hydrogène. Est-ce que ça fait partie des filières que vous voulez soutenir et dans quelles conditions? Et puis, au-delà des critères qui portent simplement sur les aspects climatiques, est-ce que vos critères de sélection des filières à soutenir intègrent des problématiques plus larges, et notamment sur le sujet du plastique qui est pointé du doigt? Et par ailleurs, une question aussi assez pragmatique, c'est comment vous sélectionnez les entreprises, sur quels critères, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre elles n'ont pas publié de trajectoire SBT, et encore plus, on constate les écarts entre les trajectoires publiées et la réalité des progressions à travers le temps. Vaste. Antoine, moi j'ai vu sur le chat une autre question, mais dont la réponse répond quand même à plusieurs de ces éléments. C'est pourquoi vous n'avez pas une stratégie plus claire de ce qu'on appelle les stranded assets, c'est-à-dire finalement, dans votre propre intérêt en tant que banque, des entreprises qui, en gros, bientôt ne vaudront rien parce qu'elles ne produisent que les énergies d'hier. Alors, ça, c'est tout à fait important, hein, ça fait partie vraiment de nos analyses. Rappelons que la banque, c'est un animal, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger dans ce qu'on appelle la finance. La banque, c'est un animal plus long-termiste que d'autres, hein, notamment parce qu'il fait des crédits sur un nombre d'années assez important, et qu'en année N+5 ou en année N+8, il faut que les gens soient toujours là pour rembourser le crédit. Donc, si on fait du crédit à des gens qui ne pourront pas rembourser, ce n'est pas une bonne gestion de risque. Ce n'est pas une bonne gestion du risque. Et donc là, le truc simplement, c'est que quand on voit aujourd'hui l'état de la demande d'énergie, c'est toujours pareil, il n'y a pas qu'un problème d'offre, il y a un problème d'énergie, de demande. Quand on voit l'état des besoins d'énergie qui existent dans la société, c'est extrêmement difficile de décréter du jour au lendemain que tous les gens qui produisent de l'énergie fossile vont être brutalement des stranded assets. Ça marche pour le subprime, parce que derrière le subprime, il y a des crédits non remboursés. Il y a un truc qui est un château de cartes qui s'effondre en 2 heures. Mais là, on n'est pas là du tout. On est sur des situations qui sont extrêmement différenciées. Et nous, par exemple, on a identifié dès 2017 un type d'acteurs dont on pensait qu'ils seraient assez rapidement des stranded assets, mais on a aussi pris cette décision, évidemment, pour des raisons écologiques. Ça a été de sortir des spécialistes du gaz de schiste, hein. Et effectivement, dès 2019 ou 2020, il s'est avéré que ces spécialistes étaient en difficulté et que nous, BNP Paribas, on avait pris une décision qui était en termes de risque extrêmement bonne,
et que ces gens-là sont devenus ou sont en train de devenir, notamment parce que leur modèle n'est pas assez diversifié, une bonne partie de stranded assets. Mais bon, avant qu'on sache exactement qui va être un stranded asset et à quel rythme, ça va prendre un peu plus que 2 heures. Et donc, il faut prendre le temps d'analyser les choses de façon très proche. Et c'est la même chose. Et pour le coup, ça répond à une des questions qui était comment, au fond, il y a des divergences entre les stratégies, il y a les gens sont pas encore SBTI, enfin bon, voilà, il y a plein de choses. Mais je dirais que, en tout cas, sur les acteurs sur lesquels on a déjà fait, où on est en train de faire l'exercice de façon très rigoureuse, franchement, un acteur industriel de l'énergie, vous arrivez à voir s'il a un plan. Donc, s'il n'a pas de plan, ben, il n'a pas de plan. Et s'il a un plan, vous arrivez à voir si son plan est sérieux et s'il est suivi des investissements industriels qui vont bien pour mettre en œuvre le plan. Vous savez, c'est pas très compliqué. Hein. Si vous êtes vraiment dans l'entreprise, et nous, on est une banque des grandes entreprises, on est la première banque européenne des entreprises, on est évidemment très proche en termes de présence presque physique dans l'entreprise de ces entreprises. Et donc, on a quand même une capacité assez forte de voir, s'ils ont des plans, et deuxièmement, de voir s'ils sont en train de mettre en œuvre leur plan. Et d'ailleurs, s'ils sont en train de mettre en œuvre leur plan, ils sont en train de discuter avec notre Low Carbon Transition Group pour obtenir les financements qui leur permettent de mettre en œuvre ces plans. Donc, je pense que c'est vraiment très important de comprendre ça. Ensuite, sur les secteurs, effectivement, on fait partie d'un groupe qui s'appelle l'Hydrogen Council et qui a pour vocation d'identifier les priorités qui vont être celles des prochaines années en matière d'investissement et de financement de l'hydrogène vert, parce que je rappelle que l'hydrogène, c'est bien quand c'est vert. Là aussi, d'ailleurs, tout est dans tout, parce que, par exemple, la taxonomie européenne fixe le seuil à partir duquel l'hydrogène est vert. Donc, c'est intéressant parce que nous, ça nous permet de travailler d'une certaine manière. Le curseur scientifique, oui. Voilà, le taux d'émission. Donc, on est en train d'accélérer dans cette dimension, sachant que pour l'instant, le nombre de projets industriels structurés reste quand même très en deçà de ce qu'on projette pour le futur. Donc, on est un peu au début. Je ne sais pas s'il y avait d'autres… Plastique, il y avait le plastique, Antoine. Le plastique, alors le plastique, ça nous ramène un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les unités de mesure, c'est-à-dire qu'on est en train de travailler pour avoir une bonne compréhension de notre portefeuille et de son pilotage sur les émissions de CO2. On est en train de travailler, on est en train d'accélérer très fort sur la biodiversité. Je rappelle qu'il y a un groupe qui s'est mis en place, qui est TNFD, la Task Force for Nature-Based Financial Disclosures. J'ai travaillé sur la mise en place de ce groupe qui a eu déjà 2 réunions et dont l'objectif est de fixer des référentiels permettant aux entreprises de rendre compte de leur impact sur la biodiversité et de l'impact d'ailleurs aussi de la biodiversité et des pertes de biodiversité sur leur modèle économique. Ça marche dans les deux sens. Bon, normalement, là, par exemple, on a un sujet qui, lorsque il sera bien traité, il intégrera le plastique. Mais simplement, on va commencer au début, sans doute, par un sujet très, très urgent, qui est de vraiment bien comprendre ce qui se passe dans la forêt. Mais assez vite, il va y avoir le sujet de l'océan. Et donc, dans le sujet de l'océan, forcément, le plastique va arriver assez vite. Donc, et à un moment donné, il y aura les instruments de mesure qui permettront de faire un travail sérieux sur le plastique. Donc aujourd'hui, on peut interroger un producteur d'agroalimentaire, par exemple, sur son ou de boissons, enfin, ou autre, sur son dispositif de recyclage, de réduction du plastique, d'éco-conception, etc. On peut faire beaucoup de choses, mais pour l'instant, on est encore loin d'avoir sur ces sujets-là des datas qui nous permettent
de prendre des décisions aussi éclairées qu'on les a sur d'autres sujets. Et je crois qu'il y avait quand même une question sur le social. Donc, j'ai rappelé tout à l'heure qu'on intégrait bien des questionnements sociaux dans notre analyse de nos grands clients, qu'on intégrait, et par ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé là parce qu'on est après la COP, hein, mais pour nous, les sujets d'inclusion sociale sont très importants. Oui, sont majeurs. Sont majeurs, mais là, ça touche à d'autres choses. Ça touche au fait qu'on a beaucoup de décisions qui vont être prises par intelligence artificielle et qu'il faut donc qu'on construise nos modèles de manière à ce qu'ils n'aggravent pas d'inégalités sociales, mais qu'au contraire, ils les réduisent. Il faut qu'on travaille sur tous les biais qui existent dans le système financier. Par exemple, on sait que c'est beaucoup plus difficile de faire financer une entreprise quand on est une femme que quand on est un homme, donc il faut qu'on y travaille. Il faut qu'on travaille évidemment sur l'accompagnement des personnes qui ont des projets d'entreprise ou qui ont tout simplement besoin d'un compte bancaire et qui sont en situation financièrement fragile. Donc tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'on prend en charge, sur lesquels on a même un laboratoire d'expérimentation dédié à la recherche de solutions sur ces sujets-là. Donc je ne vais pas me lancer là-dedans parce que c'est… Non, mais on l'abordera, mais tu es là-dessus intarissable. Candidat pour une séance. Tu es intarissable là-dessus. Et je signale à tout le monde que ce que fait l'ascenseur, je l'ai vu, est très remarquable du reste sur ce terrain de la précarité. Merci Antoine d'avoir abordé vraiment ta réaction à la COP26 qui nous emmène évidemment très loin et dans le concret. Et c'était ça l'intérêt. On n'a pas répondu à tout, encore que, en regroupant les questions, Arnaud, je vois quand même qu'on a cerné un peu les préoccupations, mais nous reviendrons, on reviendra sur le métavers, on reviendra tout ça. L'actualité nous y pousse, elle est très riche. Donc, chaque mois, on essaie ensemble de regarder un peu les tendances fortes, les signaux verts, rouges, oranges du monde tel qu'il est, dans la durabilité. Je termine là-dessus, non sans remercier nos deux experts, Sébastien Treyer de l'IDRI et Antoine Cyr, directeur de l'engagement sociétal de BNP Paribas, et Arnaud et les équipes Ecolearn qui ont fait tourner ce webinaire et qui l'animent chaque mois, en disant un message que hier j'ai entendu et qui, je crois, va nous faire réfléchir beaucoup. C'est Armand Artuel qui me disait que dans les discussions aujourd'hui scientifiques qu'il voit, tout le monde récuse un peu le mot transition comme apparaissant trop faible au regard du mouvement qui est en cours et qu'il faudrait y substituer le mot de transformation, certains disent de révolution. Eh bien oui, effectivement, l'accélération du jeu est un défi en soi, est vraiment un défi en soi. On l'a abordé tout à l'heure avec l'impact sur les méthodes et l'impact sur les datas et l'impact sur la capacité à délivrer derrière, mais il faut qu'on dépasse les engagements et ça va plus vite. C'est plus qu'une transition. Merci vraiment à vous tous. On se donne rendez-vous donc le 17 décembre. On fera un point peut-être aussi en même temps sur l'année. On regardera ça avec nos intervenants et avec un focus toujours sur les sujets de levier économique que sont, pardon, entre guillemets, Antoine, la finance, mais aussi les nouvelles technologies. C'était de la provoque, innovations. Patrick, mais c'était de la provoque, mais c'était pour dire que les gens ont réellement tendance à mélanger là aussi des choux et des carottes sous ce concept. Voilà. Et notre devoir est de faire de la rigueur dans nos métiers parce qu'on doit être des acteurs rigoureux et pas seulement volontaristes. Donc, merci à vous et rendez-vous au 17 décembre. Et merci Antoine et Arnaud et les équipes. Au revoir, à bientôt.